Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de notre émission Et demain, nous allons traiter d'un sujet d'actualité qui est la laïcité. Nous avons 4 invités qui vont débattre de ce sujet. Nous avons Monsieur Maurice Janet, Monsieur Hatim Jaibi Ricardi, Monsieur Lionel et Monsieur Michel Magnan. Donc, messieurs, je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Donc, on va demander à à Lionel Bourgois, pardon, de se présenter en premier. Bien, je suis avocat honoraire, ça veut dire que je viens de prendre ma retraite. Et bien évidemment, l'ensemble de mon propos sera essentiellement axé sur le travail des textes de la République, puisque c'est comme ça que j'ai exercé ma profession pendant plus de 20 ans. Il faut aussi savoir que je suis de culture protestante, et à ce titre-là, je me suis engagé dans la laïcité parce que nous savons, en Cévennes et en Languedoc-Roussillon, et a fortiori en Occitanie, nous savons quelle est l'importance de la laïcité et à quoi elle a contribué. Et à ce titre-là, donc, j'ai cette approche donc à la fois de culture protestante et à la fois je suis membre fondateur de la Fédération française des maisons universelles de la laïcité. Et à ce titre-là, donc, je suis ici pour défendre la laïcité. Très bien. Donc, puisque la thématique qui est développée, laïcité en Occitanie, être ou ne pas être, là est la question, je trouve que cette problématique est extrêmement intéressante, puisque je considère que l'Occitanie, et plus particulièrement le Languedoc-Roussillon, sont le berceau de la laïcité. Je crois que pour expliquer cette approche, il faut faire un retour historique. Permettez-moi donc de vous rappeler quelques dates de notre histoire locale. Les premières persécutions entre catholicisme et protestantisme commencent dans les années 1520. Les terribles guerres de religion opposent huguenots et papistes. Elles commencent en 1562 et se poursuivent jusqu'en 1598. L'édit de Nantes du 13 avril 1598 est un acte de pacification, acte qui définit les droits des protestants en France et met fin temporairement aux guerres de religion. En 1629, Alès, haut lieu de la résistance protestante, est assiégé. Par l'édit de grâce signé par le roi Louis XIII, le 28 juin 1629, au camp de Létignan, et vous savez que j'habite à Létignan, et d'Alès, les Huguenots sont alors autorisés à partir pour Anduze, contre la promesse expresse de ne plus porter d'armes contre le roi. L'édit de Fontainebleau, signé par Louis XIV le 17 octobre 85, révoque l'édit de Nantes et interdit le protestantisme, contraint les protestants à la clandestinité ou à l'exil. Ceux-ci perdent ainsi leur identité sociale. Les protestants, déjà réduits en nombre depuis un siècle, sont obligés de se convertir ou de s'exiler. Une des conséquences de la révocation de l'édit de Nantes et la révolte contre le roi dans les Cévennes, la guerre des Camisards débute le 24 juillet 1702 par l'assassinat de l'abbé du Chélat au pont de Montvert et se termine le 13 septembre 1704 à la bataille de Saint-Bénézé, village qui est juste à côté de Lédignan. Donc je suis au cœur de la problématique et de l'histoire. En sachant que vous habitez à Lédignan. J'habite à Lédignan. L'édit de Versailles du 7 novembre 1789, aussi appelé édit de tolérance, est signé par Louis XVI sur la base d'un mémoire de Rabault-Saint-Étienne de 1786, mémoire favorable à une évolution législative en faveur des protestants. L'édit de tolérance met définitivement fin aux persécutions contre les protestants et leur accorde un état civil sans devoir se convertir au catholicisme, ce qui instaure de facto le mariage civil en France. Arrive la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Cette déclaration intègre pleinement les protestants dans leurs droits civiques. Rappelons que ce texte est un texte à valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel depuis
1971 et qu'il constitue le préambule de notre Constitution de 1958. Rédigé, donc Ramon Saint-Étienne, qui était pasteur au désert, a participé à la rédaction notamment de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Quand je vous disais que la laïcité en Occitanie a des racines profondes, je crois que je viens de le démontrer. Alors, le propos par la suite est de savoir aujourd'hui quelle est la vision de la laïcité. Donc, au nom de la Fédération française des maisons universelles de la laïcité, je crois que je vais compléter, excusez-moi, je suis un juriste, je vais compléter mon propos par deux textes fondamentaux qui se superposent, notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les deux textes sont la loi de séparation des églises et de l'État du 7 décembre 1905, votée à l'initiative du député Aristide Briand, loi qui remplace le régime du Concordat de 1801. Et puis la Charte universelle de la laïcité, adoptée à Perpignan le 7 décembre 2013. Donc j'ai ici, et les invités partiront avec, pour chacun, une Charte universelle de la laïcité. La loi de séparation de l'Église et de l'État, je crois qu'il est important de rappeler le texte, nous dit, article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2 nous dit, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra, la promulgation de la présente loi, seront supprimés les budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Donc, là, si vous permettez, on va passer à Michel Magnan pour qu'il se présente. Oui. Et tous nos autres invités vont se présenter. Ensuite, après, vous pourrez finir. Voilà. Michel Magnan, on vous laisse vous présenter d'abord, d'accord? Ensuite, on vous posera les questions qu'il faut. Michel Magnan, mesdames, messieurs, bonjour. Je me présente, je suis à la retraite à l'heure actuelle, mais j'ai passé 35 ans de ma vie dans l'enseignement technique, dans une région argenteuillaise, dans la région parisienne. J'ai été, pendant des années 70 jusqu'aux années 80, dans une relative sérénité au niveau des enseignements. Et à partir des années 80, nous avons vu arriver des comportements avec des attaches plus ou moins religieuses et qui venaient faire du prosélytisme au sein même de notre établissement, qui était un établissement technique privé unique en Europe. Donc, où la sélection était en amont déjà assez importante. Mais c'est ainsi que sont les choses. Et nous sommes très rapidement confrontés à un problème de loi jospinienne qui laissait les établissements scolaires régler le problème concernant le foulard. Nous avions parmi nous un certain nombre d'étudiants de 16 à 25 ans, puisque nous formions du CAP jusqu'au BTS et ingénierie. Donc nous avions toute cette gamme de professions dans toutes les disciplines concernant les métiers de l'automobile. Et là, nous nous sommes rendus compte assez rapidement qu'il fallait trouver une situation pour faire comprendre que l'établissement dans lequel nous étions n'était nullement confessionnel et que la neutralité devait apparaître. Et c'est là que, quelque peu sensibilisé par un de mes anciens enseignants lorsque j'étais jeune sur les problèmes de la laïcité et de la République, assez rapidement, je me suis rapproché de toute la philosophie que dégage la loi de 1905, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi les lois de la République qui instaurent le fonctionnement des établissements scolaires. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience de l'importance et du rôle que pouvait apporter la loi de séparation de l'Église et de l'État, le financement de l'école de la République, mais aussi la neutralité des contenus religieux au sein d'un établissement. C'est-à-dire, nous sommes là pour prendre conscience, pour prendre connaissance, mais surtout pouvoir, à la fin des enseignements, avoir la possibilité d'un exercice de la raison critique. Ceci permettant de donner la liberté absolue de conscience à chacun de nos individus. C'est à partir de là que j'ai terminé donc ma carrière en juxtaposant
l'enseignement pour lequel j'étais dévolu, mais aussi et parallèlement me pencher sur tout ce que pouvait représenter la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est ainsi qu'arrivant un peu avant la retraite, mais en particulier en arrivant à la retraite, totalement disponible, je me suis consacré à développer l'esprit laïque, c'est-à-dire républicain, et en cherchant toutes les origines constituant cette laïcité. Et c'est là que ma première démarche, en arrivant dans les Cévennes à la retraite, a été de créer la Maison universelle de la laïcité. Et me retrouvant dans un monde où j'ai côtoyé nombre d'enseignants, nous avons pu nous regrouper et commencer à réfléchir sur ce sujet-là. Et très rapidement, je me suis trouvé confronté avec une réunion à Paris, où un ami me dit « Mais Michel, c'est très bien ce que tu fais, mais il ne faudrait pas entrer en concurrence avec les principes laïques belges. » Donc de là, je vais prendre contact avec, rechercher d'abord, et puis prendre contact avec les organisations laïques belges, et je vais rencontrer Pierre Baudard, qui était le président de la Fédération des maisons laïques belges, qui regroupe 68 maisons laïques, où on fait un travail laïque, à défaut des autres établissements où la confessionnalité est existante. Et puis, à partir de là, nous allons réfléchir, nous allons travailler ensemble, nous allons faire d'innombrables déplacements réciproques, et nous allons créer le 21 septembre 2012, le jour du 230e anniversaire de la déclaration de la Première République française, le lendemain de la bataille de Valmy, nous allons créer la Fédération européenne des maisons de la laïcité pour unifier nos travaux et nos recherches et nos combats sur la place publique. Alors, ce qui est intéressant de constater dès le départ, c'était les deux divergences existantes sur la laïcité belge et la laïcité française. Nous disposions d'une loi de séparation de l'Église et de l'État, mais le peuple assis sur cette loi ne la promulgue pas dans le comportement journalier et dans les établissements, divers établissements. Cette loi fait partie du contexte de l'environnement. Par contre, en Belgique, là, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Que ce soit la laïcité, que ce soit le protestantisme, que ce soit le catholicisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'orthodoxie, ce sont des communautés. Ce sont des communautés et chacun, chaque année, va défendre son bout de gras pour trouver les moyens financiers que l'État va mettre à la disposition de ces communautés. Donc nous allons travailler ensemble et c'est à partir de là que nous allons réfléchir et dire, puisque nous sommes dans ce combat, nous allons construire donc un rassemblement de tous les laïcs que nous connaissons au travers de l'Europe, au-delà, et nous allons mettre en place, avec Pierre Baudard, les États généraux internationaux de la laïcité, donc aujourd'hui à Perpignan, dont on en parlera tout à l'heure. Voilà le combat que nous avons mené et que je mène encore actuellement au niveau national et je dirais même international. Très bien. Voilà. Monsieur Maurice Janet, je vous laisse vous présenter. Voilà. Moi je suis d'origine suisse, mais né en France, fils de pasteur, protestant. J'ai fait mes études de théologie à Genève, avec une année à Montpellier. Et j'ai été employé comme pasteur par l'Église réformée de France pendant plusieurs années. Mais je ne suis jamais, sauf dans un stage que j'ai fait pendant un an, je ne me suis jamais trouvé à la tête d'une paroisse. On m'a toujours confié des missions sur le site de Pierre Latte, c'est là que j'ai connu Lionel. On m'a confié des missions d'encadrement des camps de jeunesse, c'est là que j'ai connu Lionel. J'ai été directeur du centre Rencontre Route de Mende. Enfin bon, j'ai peu à peu glissé, sans qu'il y ait une rupture dans ma vie, d'un emploi de l'Église réformée de France à des emplois moins ecclésiaux, puisque j'ai fait le DEFA, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la formation, j'ai fait de la formation à l'animation, et j'ai fini ma carrière professionnelle après avoir travaillé à l'Observatoire régional Languedoc-Roussillon de la précarité et de l'insertion pendant 7 ans, et dans une scope qu'on avait créée qui s'appelait « Améliorer l'efficacité de l'intervention sociale ».
bon, j'ai pas beaucoup, une fois à la retraite, je n'ai pas arrêté mes engagements. J'ai animé un lieu ressource à la Paillade qui s'adressait aux gens qui dépendaient du RMI à l'époque. Et puis actuellement, je suis un membre fondateur avec d'autres d'un restaurant bistrot, lieu d'animation culturelle sur la crête des Cévennes, à l'Espinasse, sur la route des Crêtes, entre Porte et Pont de Montvert. Donc, je n'ai pas arrêté de militer dans des milieux, enfin, depuis le centre de rencontre. Ouais, je me suis toujours trouvé à la fois dans une église, que je ne renie pas du tout, mais aussi toujours les deux pieds dehors. D'accord. Voilà. Une forme de liberté. Voilà. Alors, si je peux vous parler, je continue un tout petit peu comme ont fait mes confrères là. Bon, j'ai bien reconnu dans la parole de Lionel le protestant de service, parce que c'est vrai que les protestants, ils ont à voir avec la laïcité française. Ça, c'est clair. Ils ont été parmi les rédacteurs, et pour une raison très précise. Mais je compléterai un tout petit peu ce que tu dis pour préciser les choses. Je crois que la grande différence entre les guerres de religion qui se sont passées au XVIe et au XVe et la guerre des Camisards après est une différence fondamentale. Les Camisards ne s'en sont jamais pris directement aux catholiques pour les convertir. Ils ont toujours revendiqué la liberté de penser et de garder leur pensée. Ils n'étaient pas dans une guerre de religion comme ça a été les siècles précédents, mais ils ont été dans une guerre... Alors, je compléterai aussi un tout petit peu, parce que la guerre des Camisards, ça a été quelques mois, mais pendant un siècle, il y a eu une guerre non violente des protestants français contre le gouvernement, contre l'État français, qui a duré jusqu'à l'édit de tolérance et à la Révolution française. Ça veut dire que les protestants, ils ont quand même, dans leur trip historique, quelque chose qu'ont vécu les gens persécutés en Espagne, hein, je veux dire, les persécutions, les cathares, enfin, etc. Il y a des gens qui, depuis des siècles et des siècles, ont revendiqué la liberté de penser et de croire ce qu'ils avaient envie de penser. On y reviendra peut-être. Oui, il y a encore peut-être... si vous me demandez de dire un peu ce que je pense de la laïcité, pour moi, la laïcité... Ça viendra tout à l'heure. J'y viendrai tout à l'heure. Bon, nous allons laisser M. Hatim Jaibi Riccardi se présenter. Oui, alors... Bonjour tout le monde. Je pense qu'ici, je suis en fait le candide invité de service, puisque je n'ai développé aucun des engagements qui ont été présentés par les collègues ici présents. Alors par contre, je pense que j'ai été convié à cette table ronde en raison de mes origines, oui. Puisque par ma branche paternelle, je suis d'origine musulmane, sunnite, hanafite, de rite ottoman. D'accord. Par ma branche maternelle, je suis d'origine chrétienne, catholique, romaine et vaticane. Puisque la famille de ma mère est une famille de la petite aristocratie terrienne, toscane, et donc forcément très très imprégnée par le catholicisme. Tout ce beau monde s'étant retrouvé dans un mouchoir de poche du nord de l'Afrique, qui s'appelle la Tunisie, pour fabriquer l'individu qui vous parle actuellement. Et pour compléter le tableau, le médecin obstétricien qui a assisté ma mère pour l'accouchement était le docteur Rosenberg, qui avait été d'abord accueilli par mon père qui était au ministère de la Santé de Tunisie à l'époque, du royaume de Tunis, et auquel il avait trouvé un job dans la clinique tenue par les bonnes sœurs de Mutuelleville, sur les hauteurs qui dominent Tunis. Voilà, donc ça fait un petit panel assez éclectique, disons, d'origine. Sans compter qu'ayant bénéficié de parents qui étaient des démocrates acharnés, il se trouve qu'ils ont décidé, contrairement d'ailleurs aux habitudes locales, que le rejeton aurait strictement la double initiation, la double culture et la double information.
ce qui fait que j'ai naturellement bénéficié de 4 heures d'enseignement supplémentaires par rapport à mes petits copains, puisque j'étais scolarisé dans un établissement confessionnel religieux des Pères Blancs d'Afrique, mais qui avait une convention avec l'État tunisien qui lui-même était à très grosse majorité d'obédience musulmane, et donc j'ai eu les enseignements du catéchisme par Sœur Médard et l'éducation civique et religieuse musulmane par Cheikh Abdallah, et je vous avoue que devant toutes ces informations, parfois très convergentes, mais parfois aussi relativement contradictoires, je n'ai plus su à quel saint ou à quel marabout me vouer. Voilà. Quand j'ai eu fini mon parcours d'adolescence et de jeunesse en Tunisie, j'ai débarqué dans une ville charmante qui est à la périphérie de Lunel-Viel, que je cite mais que vous ne connaîtrez pas, qui s'appelle Montpellier, où j'ai fait mes humanités à l'université Paul Valéry, et il se trouve que mon petit logement d'étudiant était voisin de rue d'un établissement qui à l'époque s'appelait le Centre Rencontre, puis comme à l'époque le mot rencontre devenait un petit peu sulfureux par rapport à la création des sites de rencontres sur l'ancêtre d'Internet, c'était le Minitel. Merci monsieur. Sur le Minitel. Donc le centre a pris le nom en fait du numéro dans la rue et c'est devenu le centre 665, qui était en fait un centre qui avait été créé par mon voisin d'ailleurs immédiat de gauche et qui était, et je parle là sous son contrôle, le centre à la fois cultuel et culturel de l'Église réformée de France de Montpellier, le RFM. Voilà. Et il se trouve que, étant moi-même animateur étudiant à l'université Paul Valéry, qui était en une encablure, j'ai été réquisitionné également pour animer un ciné-club et une troupe de théâtre au centre 665. Quelques années après, il semble que mon activité dans ce centre ait plu, puisqu'on m'a proposé d'être secrétaire du conseil d'administration, alors de la partie culturelle de l'établissement. Voilà. Et j'ai cru comprendre que vous faites des conférences, des recherches sur l'islamisme. Alors, oui, effectivement, comme dans mon activité professionnelle, je suis un micro-opérateur à cheval entre le Languedoc-Roussillon et la Tunisie, où j'ai continué à avoir quelques affaires. Il y a quelques années, donc, j'ai contribué au démarrage d'une opération d'aménagement foncier dans la 3e ville du pays, qui s'appelle Sousse, dont on a entendu parler ensuite du fait d'un gros attentat qui s'est fait à Al-Kantaoui, qui était un peu la grande motte de Sousse, en quelque sorte. Voilà, pour des références que les Occitaniens, ou tout au moins les Languedoc-Roussillonnais, ex-Languedoc-Roussillonnais, connaissent bien. Et il se trouve donc que c'était un projet un peu lourd pour les frêles épaules de mon ami et partenaire de Sousse et de moi-même. Donc on avait fait des études très soigneuses, enfin j'avais fait des études très soigneuses parce que j'étais chargé du montage du dossier administratif et financier. Et on avait trouvé que c'était un projet qui allait bien marcher. Et donc on l'a lancé en septembre 2010. Manque de peau. En décembre 2010 est déclenché ce que la presse a un peu précipitamment appelé les printemps arabes. À partir de la révolution du jasmin en Tunisie, ça a complètement bousculé nos projets personnels. Et je me suis penché sur la question pour savoir simplement à quelle sauce nous allions être dégustés du fait de ces turbulences qui... Vous voulez dire de la révolution de la révolution du jasmin en Tunisie, qui a déclenché tout le mouvement de domino des printemps arabes. Et c'est là que je me suis penché sur la question et que j'ai découvert toute une série d'influences qui en fait m'ont amené à comprendre et à trouver des informations comme quoi ces printemps arabes n'étaient pas un mouvement éruptif. Certes, c'était un mouvement éruptif, mais qui avait été préparé à l'avance, et ça depuis 5 ou 6 ans avant.
Et donc là, c'est une première recherche que j'ai faite et que j'ai eu présentée à des amis présidents d'associations à Montpellier qui m'ont demandé ensuite une deuxième recherche sur alors, les causes, le développement et quelques conséquences, parce que je n'ai pas la prétention de l'avoir toutes trouvées, du développement alors, de l'islamisme qui est en fait un enfant naturel de ces révolutions arabes. Et c'est effectivement la recherche que j'ai terminée il n'y a pas longtemps et que je présente donc le 9 mars prochain dans le cadre de l'Université libre de Figueroles, qui est une université créée par un ami également, à Figueroles, qui est un quartier de Montpellier, à la Maison pour tous, voilà, il faut Joseph Ricom, voilà, au 7 rue Pagès, où je présente donc cette recherche qui est un essai de synthèse pour savoir pourquoi et comment a réémergé et s'est déclenché de manière significative le développement alors, de l'intégrisme islamiste, et naturellement de tout le terrorisme qui va avec. L'Occident y a une responsabilité, l'Orient y a une responsabilité, et j'essaye de manière la plus objective possible, en faisant appel qu'à du factuel, mais organisé pour être intelligible auprès des auditeurs qui sont là. Voilà. Et donc, la conférence aura lieu à 18h30, c'est ça ? 19h. À 19h. Voilà. Ok. Donc là, je vais vous poser à tous une question. Quelle est votre propre définition de la laïcité ? Donc on va commencer par Lionel Bourgois, on vous laisse reprendre donc vos propos de tout à l'heure, et je vous laisse en même temps nous donner votre définition. Oui. Je voudrais apporter une toute petite rectification sur un propos qui a été tenu par notre confrère lorsqu'il a fait allusion à la République, mais bien avant la Révolution de 1789. Nous n'étions pas dans la République, nous étions dans un royaume de France, sous le droit canon. J'ai parlé de République. Vous avez utilisé le terme de République. C'est une erreur voilà. Merci. La République n'a lieu qu'à partir du 22 septembre 1792, avec le Code napoléonien, alors que là, nous étions sous le droit canon. C'était l'État canonique en plus, comme vous dites. Oui, c'est encore plus grave. Bien, alors, quelle est la vision de la laïcité de la part d'un fondateur de la Fédération française des maisons universelles de la laïcité? Donc tout à l'heure, je le disais, il y a deux textes qui fondent cette vision de la laïcité. La séparation de l'Église et de l'État, je ne vais pas y revenir, je l'ai développé tout à l'heure. Et simplement rajouter que la loi de 1905 est une loi de la République et bien évidemment renvoie au socle des principes fondamentaux de la loi de la République, liberté, égalité, fraternité. Ces trois principes qui ont valeur constitutionnelle pourraient être rassemblés dans un principe plus fort encore, celui de la laïcité, essence même du concept de faire société, terme qui, à notre sens, doit se substituer à celui de vivre ensemble, qui est souvent employé et qui nous semble inapproprié. Pourquoi ? Parce que la laïcité, à notre sens, c'est la liberté. La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'avoir une opinion. La laïcité est égalité, la laïcité est fraternité. À tel point que ce regroupement sémantique a été sollicité par un député qui a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 6 janvier 2016, une proposition de loi constitutionnelle relative à la définition nationale de la France, dans laquelle il souhaite que soit ajouté le terme laïcité. Dans les circonstances présentes, dit-il, la laïcité est plus que jamais nécessaire, car la laïcité est à la fois un principe de liberté, un principe de fraternité, mais aussi d'égalité. Le deuxième texte qui fonde la vision de la laïcité de la part de la Fédération française des maisons universelles de la laïcité, c'est la Charte universelle de la laïcité, qui a été adoptée à Perpignan en séance plénière le 7 décembre 2013. Il me semble que je vais pas, alors chacun des intervenants aura ici un exemplaire de la Charte universelle de la laïcité, je ne vais pas tout vous relire. Mais il me semble que le préambule est extrêmement intéressant.
En préambule, les États généraux internationaux de la laïcité réunis à Perpignan le 7 décembre 2013 ont considéré que, et c'est là où ça devient important, les communautarismes, de quelque nature que ce soit, sont souvent à l'origine des conflits qui mettent en cause la paix civile et la paix entre les nations. Ont résolu d'exposer par la présente charte universelle les principes simples et incontestables qui fondent la laïcité comme socle commun du faire société. L'article 7, le dernier article, donc c'est une charte qui est succincte, elle n'a que 7 articles. Le 7e article nous dit « Le ginkgo biloba est l'arbre symbole de longévité et de résistance. Les 2 lobes de sa feuille représentent les 2 sphères privées et publiques. » Et donc là, je crois qu'il faut qu'on aille un peu sur le plan symbolique. La feuille de ginkgo biloba, qu'on peut voir ici, Oui. hein, donc elle se constitue de 3 parties. Les lobes, les 2 lobes de la feuille, et le pétiole qui rejoint les 2 lobes. Je vais essayer d'être simple. Nous considérons qu'il y a un lobe qui représente la sphère privée, dans lequel l'individu vit pleinement et en toute liberté. La sphère publique, où là, l'individu passe du statut d'individu à celui de citoyen, et les 2 lobes sont reliés par le pétiole, qui en définitive est la société étant à la fois une agrégation d'individus et de citoyens. Alors, en définitive, notre position, c'est notre vision de la laïcité, c'est la République, la loi républicaine, toute la loi républicaine, mais rien que la loi républicaine. Ok, très bien. Nous allons passer à Hatim Jaibi Ricardi. Quelle est votre définition de laïcité? Alors, je crois que ce serait trop prétentieux de dire que j'ai une définition de la laïcité, puisque comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu le candide Quelle est votre invité. vision de la laïcité? Alors, ma vision de la laïcité vient peut-être de mon historicité, par rapport d'abord au confessionnel, justement. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été irrigué par 2 confessions, à tel point que, par le fait des soucis démocratiques de mes 2 géniteurs, j'ai également eu droit, durant toute mon enfance et mon adolescence, à 2 séances religieuses par semaine. C'est-à-dire, chronologiquement, le vendredi Mosquée. le vendredi midi, la grande mosquée de la Zitouna, en plein centre des souks de Tunis, et le dimanche à 10h30, avec ma grand-mère et ma mère, l'office de l'église Jeanne d'Arc, qui était proche de notre logement à la plage Jeanne d'Arc à Tunis. Voilà. Et cela jusqu'à l'âge de 14-15 ans, date à laquelle il semblerait que j'ai été victime d'une crise de foi, alors FOI et FOIE, qui a fait que, effectivement, j'ai dû me soulager de cette crise en abordant, disons, une attitude très circonspecte vis-à-vis de toutes ces considérations. Voilà. Donc, votre définition, votre vision. Alors, ma définition de la laïcité à ce moment-là, c'était qu'on me laisse la paix avec tout ça. Voilà, c'était une première chose. Et puis ensuite, alors ça a évolué au fil du temps, et quand j'ai vu alors l'émergence du terrorisme islamique, là je me suis dit que quand même, la laïcité aurait du bon auprès de la réflexion, justement, de ces terroristes qui, malgré tout, font les choses comme il semble que ça leur paraisse tout à fait normal de le faire. Mais c'est parce que, tout simplement, ils sont axés dans une philosophie, une réflexion, souvent d'ailleurs très étroite et peu cultivée, et qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas la capacité du recul analytique, et donc de considérer que chacun puisse développer une foi, une croyance, voire des superstitions, pourquoi pas, mais à partir du moment où elle se limite à une sphère tout à fait personnelle et privée,
sans aller porter préjudice à l'environnement et aux contemporains. Voilà. Ok. Michel Malian. Alors j'aurais une définition, je dirais très rapidement. Lorsque je me suis retrouvé dans les cours et que j'ai vu arriver quelques Portugais, quelques Espagnols, avec la première page, la première de couverture, avec la grande croix chrétienne, j'étais un petit peu, je dirais, choqué. En cours de mécanique, il y avait cette dominance-là, donc, et il fallait que je trouve la solution de neutralité. Et là, je me suis retranché devant le principe juridique qui était la loi de séparation de l'Église et de l'État, l'article 1 et l'article 2. Et nous sommes dans un établissement scolaire. Nous sommes ici pour pouvoir travailler sur les objectifs de connaissance afin d'avoir la liberté de pouvoir disposer de son entière autonomie dans la civilité, dans le monde professionnel. Donc il n'est pas question de parler de religion ici, nous appliquerons donc la loi. Et c'est là que j'ai découvert la puissance de la République française avec la loi de séparation de l'Église et de l'État à laquelle je me suis attaché, je me suis maintenu jusqu'à aujourd'hui et plus que jamais. Et je crois que notre confrère Lionel Bourgois a suffisamment dépeint la loi de la République avec les principes juridiques que représente la loi de séparation de l'Église et de l'État pour ne pas épiloguer plus longuement. Voilà les raisons fondamentales qui m'ont amené à développer cela. Et aujourd'hui, je prends conscience que nous devons plus que jamais faire prendre connaissance des lois de la République à même ceux qui nous gouvernent, parce que nous assistons à des dérives sémantiques dont je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Okay. Maurice Janet. Ben, moi, je partage complètement votre avis sur la trouvaille française en matière de laïcité. Je soulignerai même un certain nombre de choses qui sont méconnues, me semble-t-il, ou mal connues. C'est que l'État français s'engage par la loi à faire en sorte que les gens qui sont en prison, à l'hôpital, à l'époque dans un internat ou à l'armée, aient des officiers, et des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, pour faire en sorte qu'ils puissent appliquer leur religion à cet endroit-là, puisqu'ils n'ont pas accès à leur communauté habituelle. Je ne parle pas du communautarisme, à leur communauté habituelle. Ça me semble un aspect assez surprenant, enfin, qui n'est pas connu du tout. Et ça me semble important de le souligner, parce qu'il y a une sorte de prise au sérieux de cette liberté religieuse par l'État lui-même, qui me semble particulièrement intéressant. Par contre, il y a au sein de la France, autour de la laïcité, l'énorme problème des athées militants qui se disent laïcs et de l'ambivalence, c'est les problèmes sémantiques, de l'ambivalence entre l'athéisme et la laïcité. Je raconterai une histoire, au téléphone, je racontais ton histoire. Quand j'étais fiancé à Pont-Saint-Esprit, je faisais mes études de théologie, et le maire, qui était médecin, protestant, m'a demandé, ainsi que ma fiancée, d'aller voir une institutrice que tout le monde aimait bien, parce qu'elle animait au nom de la comment ça s'appelle, le truc laïque, là, la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Elle animait un centre aéré et qui était financé en grande partie par la commune, et elle ne voulait pas que les enfants qui étaient à l'école privée catholique participent à la fédération, au centre aéré payé par la commune. Alors le maire ne voulait pas faire un scandale, il trouvait que ces gens étaient dévoués, compétents, etc. Et je me suis laissé dire, Monsieur Janet, Mademoiselle Gabaye à l'époque, nous n'avons jamais touché à votre religion protestante, ne touchez pas à la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a eu en France, et il y a encore en France, un certain nombre de confessions d'athéisme qui sont militants, c'est-à-dire qui considèrent que puisqu'ils font table rase, c'est eux les légitimes. Or, donc, si je me permets de vous couper, oui. Hein. Donc, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui ont fait de la laïcité une sorte de dogme, une sorte de nouvelle religion. Le mot dogme est peut-être un peu précis, mais en tout cas, dans le cas particulier, elle me l'a dit. Elle me dit ne touchez pas à ma religion. Hein. Donc, pour cette personne, la laïcité, c'est une religion. Oui, mais ça du coup, dans sa vie publique d'institutrice,
elle empêchait, institutrice animatrice du foyer du centre aéré, elle se permettait tout simplement de faire ce qu'ont fait toutes les bonnes sœurs pendant longtemps quand ils faisaient des centres aérés. Hein. Je veux dire, ce n'est jamais qu'une monnaie de pratique confessionnelle catholique hein, qui était là, hein, proprement dit. Mais enfin, je veux dire, ça veut dire que c'était quelqu'un qui, quelque part, n'avait pas compris la loi et qui n'avait pas compris son intérêt. Et c'est ce qui me semble quand même important. Donc, pour moi, la France a trouvé quelque chose de décisif et peut-être d'exemplaire, j'en sais rien, mais il y a quelque chose là qui est très important, c'est une société civile qui s'organise avec le respect et même le soutien de toutes les formes collectives et communautaires de construction d'une foi ou d'une croyance ou de conviction. Après ça, effectivement, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, oui. Il y a des limites importantes, mais enfin j'y reviendrai. Alors ma conception, elle s'aligne sur la loi. J'ai pas lu la charte universelle. La charte, mais c'est vrai que l'introduction m'a paru particulièrement intéressante parce que c'est vrai que elle est plus prospective peut-être que la loi qui est plutôt régulatrice. Hein. Et c'est vrai que le combat en France entre l'Église catholique et sa manière de tous... moi, j'ai connu dans les années 50, au lycée Joffre à Montpellier, il y avait des communions qui se faisaient dans le lycée public. Hein, je veux dire, il y avait le fait qu'il y ait un curé qui faisait un suivi des internes, ça lui permettait de faire la communion catholique dans le lycée. Alors, c'est vrai que ce combat... cette bagarre que le catholicisme a menée en France, elle a aussi, à mon avis, introduit des tas de conflits. Et je connais beaucoup de gens de culture religieuse, que ce soit catholique ou protestant, parce que c'est ceux que je connais le plus, qui ne croient plus rien du tout, un peu comme vous dans votre période, qui ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit, parce qu'elles ont été outrées par ce qui était la pratique de leur propre communauté. Donc c'est vrai que la laïcité, c'est une espèce d'espace défini par l'État qui permettrait, alors là c'est vrai qu'on est dans la pauvreté actuellement, qui permettrait d'avoir une réflexion disponible, intelligente, sur tout ce qui est la spiritualité, la communauté religieuse, etc., qui est quand même capital. Il n'y a pas de raison qu'on s'assied dessus si facilement. Hein. Moi, je le vois avec mes petits-enfants. Hein. Monsieur Bourgois, moi, je voudrais bien que vous nous fassiez un commentaire sur cette dame-là dont il nous a parlé, qui a pris, enfin, qui considère... Je la connais bien, elle était son institutrice. Voilà, qui considère quand même la laïcité comme étant une forme de religion, presque un dogme. Bon, il me dit que c'est trop précis, mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de... Alors, malheureusement, parce que j'ai remarqué que c'est très répandu. Hein, bien sûr, voilà. bien sûr. Premièrement, je vais revenir sur deux propos de Maurice Janet. Premièrement, il dit à l'imparfait le combat qu'a mené le catholicisme contre le protestantisme. Non, je n'ai pas dit contre le protestantisme. Contre... Non, pour avoir sa place pour avoir première, sa place. Mais, la France fit... Bon, alors moi je l'ai traduit en disant que, enfin, en définitive... Ils se sont battus pour le monopole. On se bat pour le monopole, mais en écrasant les autres. Donc c'est nécessairement contre quelque chose. Et à mon sens, l'imparfait n'est pas le bon temps de conjugaison, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça continue. Et tout à l'heure, je développerai un peu sur le discours de Latran, prononcé par le président Sarkozy. Deuxième intervention, deuxième remarque, Maurice Janet dit la trouvaille française de la laïcité. Nous, Michel Magnan et moi-même, nous essayons de promouvoir cette notion de laïcité. Au mois de mai dernier, nous étions à Athènes, nous avons rencontré des Portugais, des Espagnols, des Grecs, des Belges. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas traduire dans leur langue, en portugais, en espagnol, en grec ou en belge. Le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas. Et là, c'est vrai qu'on a une réelle difficulté sémantique. La question, c'était de dire, donc la question que vous me posez, c'est de dire, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cette qui considère la laïcité comme étant une religion. Alors, moi, je crois qu'il faut revenir aussi à
fondamentaux. Il y a, alors là c'est le juriste qui parle, il y a le texte de la loi et l'esprit de la loi. N'oublions pas que la laïcité implique la séparation du politique temporel et du religieux intemporel. Car la loi ne saurait trouver sa source dans aucun dogme. Donc il est évident que si nous avons ce postulat, il ne saurait y avoir ni même un dogme de la laïcité. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, la loi républicaine, toute la loi républicaine, mais rien que la loi républicaine. Et l'attitude de cette institutrice est profondément critiquable, parce qu'en définitive, elle n'a pas compris l'esprit de la loi de la séparation de l'État, des églises et de l'État, je dis bien des églises et de l'État, elle n'a pas compris le fondement de ça. Ça veut dire qu'en définitive, psychanalytiquement, les guerres de religion ne sont toujours pas terminées. Oui. Et ça me pose problème. Je crois que là-dessus, alors les guerres de religion, avec Maurice Janet, nous parlons des guerres de religion, catholicisme, protestantisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement mondialisé que d'autres religions sont intervenues dans ces guerres-là, et c'est plus des guerres en binôme, c'est des guerres multifactorielles avec plusieurs religions. Bon, notre confrère a parlé de l'islam, ok, mais quand on voit, par exemple, soi-disant, dommage que notre intervenant hindou ne soit pas là, quand on voit que les Rohingyas, comme musulmans, sont massacrés par les Birmans de culture, alors, pas hindouiste, mais ou taoïste, hein, mais je fais attention, quand on voit comment il y a un fondamentalisme hindouiste qui s'installe en Inde, je dis qu'actuellement, les guerres de religion deviennent multifactorielles. Voilà. Je voudrais bien l'avis. Oui, je vous en prie. C'était une des choses, en préparant un peu cette rencontre, il me semble que l'ordre du jour, actuellement, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que le brassage des populations, la modification de toutes les données sociales sur lesquelles il faut se positionner, les problèmes de responsabilité vis-à-vis de l'homosexualité, des problèmes d'éthique juridique, enfin, d'éthique, etc., fait en sorte que toutes ces communautés religieuses se trouvent devant des problèmes nouveaux vis-à-vis desquels ils peuvent avoir des crispations fondamentalistes, en fait, de croire à leur texte. Et c'est vrai que moi, il y a des choses qui me choquent plus que d'autres. J'ai un beau-frère dont la fille a épousé un musulman. Et ses petits-fils, mais j'ai deux copains à qui c'est arrivé, leurs petits-fils musulmans sont venus les voir en leur disant « Je suis triste, Pépé, parce que tu n'iras pas au paradis, parce que tu es pas musulman. » Ça me donne, ça me fait mal. Il y a quelque chose là de l'ordre du quotidien qui est à la limite, qui est à la limite. De même, mais peut-être que je m'en prends peut-être un peu trop aux catholiques, mais quand je vois le pape aller prêcher en Afrique, dans les pays où il y a des vrais problèmes démographiques, la contraception à la catholique, la limitation des naissances, etc., quand on sait le problème que ça pose, ça me fait mal au cœur. De même que quand je vois mes protestants intégristes de chez nous, insupportable, l'exemple des Américains, mais il y en a aussi chez nous, c'est-à-dire les Américains qui pensent qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de la planète parce que Dieu il pourvoira. Je veux dire, on a quelque part aussi, ouais. La vie contemporaine, mais chacune de ces croyances à l'épreuve d'une interprétation intelligente de sa tradition, hein, et se trouve dans un conflit interne à l'intérieur de ces confessions, entre les gens qui prennent la Bible au mot ou qui ont des traditions sociales très anciennes, toutes faites, dont ils ne veulent pas se séparer, et puis le monde qui nous pose des tas de questions
spirituelles, au fond. Hein, je veux dire, c'est pas des questions... il n'y a pas que des questions matérielles et politiques, c'est des questions de fond. Enfin, le rapport à la nature, le rapport c'est des questions fondamentales. Et là, les confessions, quand elles se rencontrent, d'abord, elles sont pas, je ne parle pas encore de rencontres, hein, parce que c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. J'ai des idées sur ça. Mais je veux dire, les protestants comme les catholiques, comme les musulmans, comme les orthodoxes et tous, ils ont quelque part une réforme. Je ne veux pas dire, disons, une transformation de leur représentation de leur foi que l'histoire leur impose. Et alors c'est là que je trouve qu'on est dans une pauvreté de communication. Je viendrai vous écouter si je me souviens. Pauvreté d'échange. Ah, avec plaisir. Oui, une pauvreté, parce qu'en fait, ces religions, elles sont toutes raccrochées à des textes. Ces textes, évidemment, on peut les lire de manière idiote, en fait, de vouloir leur... Bon, je viens D'une manière fondamentaliste. Le mot est important. J'ai entendu récemment une conférence d'un rabbin qui expliquait que dans l'Ancien Testament, dans la Torah pour lui, il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. Et il nous montrait que les Juifs, depuis le début, c'est-à-dire depuis la destruction du Temple, jusqu'à aujourd'hui, ils ont passé leur temps à donner du sens de lecteur à quelque chose qui était écrit. C'est-à-dire, ils pensaient qu'un texte, c'était le lecteur qui donnait le sens. C'est pas l'écrivain, il a donné un sens, mais celui qui fait le sens pour finir, c'est le lecteur. Et le lecteur proprement dit, dans le cas particulier, il prenait l'exemple des textes des Lévitiques qui condamnent l'homosexualité en disant, est-ce qu'on va longtemps se fier aux Lévitiques pour se positionner par rapport à l'homosexualité? La moindre d'intelligence veut que le texte, on l'interprète. Et qu'on ne l'interprète pas pour le détourner, mais on l'interprète pour dire bonjour à des choses valables aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. Voilà un peu ce que je pense que là, derrière l'histoire de la laïcité, il y a des débats très profonds à l'intérieur de chacune des confessions ou des religions qui apparaissent et qui vont être... L'avocat que je suis dirait il y a la loi dans son écriture et la loi dans son acception. En parlant de loi, Michel Magnan, j'ai une question à vous poser. Oui, pourquoi a-t-il fallu une loi sur la laïcité? Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas mis d'accord en disant, voilà, écoute, ça c'est ta religion, ça c'est la mienne, chacun la pratique tranquillement, et le soir, quand on se voit, on rigole et chacun rentre chez lui. Pourquoi il a fallu une loi? La loi de séparation de l'Église et de l'État est d'abord un consensus. Il faut savoir, ça a été une longue bagarre qui, à mon sens, puise déjà ses sources selon je dirais, si mes souvenirs sont bons, c'est le cylindre de Cyrus, qui déjà, 2 millénaires avant notre ère, représente déjà, gravé dans la pierre, les principes constitutionnels du comportement des individus. Et nous étions devant 2 principes de loi qui étaient hébraïques et abrahamiques. Donc, l'un hébraïque, œil pour d'œil, dent pour dent, alors qu'Abraham, il y a déjà le premier sacrifice, avec l'histoire d'Isaac. Donc, il y a déjà là une prise de conscience. Mais il faudra une loi, pourquoi? Parce qu'il y a un point de départ qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui s'est passé le 1er novembre 1755 à Lisbonne. Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. C'est le fameux tremblement de terre, le séisme, 50 à 70 000 morts. Enfin bref, il va se passer des événements extrêmement douloureux et qui, à la vitesse chevaleresque, vont envahir l'Europe. Il va donc y avoir une première passe d'armes entre Rousseau et, si mes souvenirs sont bons, Rousseau et Voltaire. Et puis, on reste de toute façon dans un dogme religieux, puisqu'il n'y avait que la religion catholique, apostolique et romaine, avec quelques combats menés par le protestantisme. Il y avait des athées, des agnostiques, mais ceux-là, on les mettait de facto de côté. Il y avait quelques
juifs qui étaient hébreux encore. Donc il y avait un combat qui était mené, mais surtout à ce moment-là, c'était la religion catholique apostolique et romaine qui dominait. Donc il va y avoir ce mouvement en France et ce grand, je dirais, échauffouré, je dirais même de combat écrit entre Voltaire et Rousseau. Et puis Grimm va prendre cela, mais sous un angle différent, pour arriver dans les oreilles et dans la lecture de Kant. Et alors là, Kant va bouleverser la vision de ces événements lisbonnais en disant mais ce n'est pas les lois divines, ce n'est aucune loi divine, c'est la nature même et nous avons le devoir de raisonner. Et là, pour la première fois, le vocable de la raison apparaît dans les écrits, mais au niveau d'une joute écrite et dialectique. Donc là, c'est quelque chose d'important, parce que c'est le point de départ, et nous sommes en pleine période des Lumières, c'est-à-dire une situation, je dirais, semi-conflictuelle, qui a démarré avec Copernic, qui a démarré avec un des passages extrêmement récents de Shakespeare dans Le Marchand de Venise, où il fait allusion à ceux qui s'arrogent des pouvoirs alors qu'ils n'ont qu'une compétence, alors que d'autres sont avec d'innombrables compétences mais n'apparaissent pas. Donc il y a déjà un principe de prise en considération des raisonnements et qu'il faut mettre en valeur. Et puis, la période des Lumières va construire absolument une vision nouvelle. Et il est bon de se séparer de la religion et des communautés. Parce que les communautés, alors ce qui est intéressant, c'est lorsque notre ami Desaguliers, qui est un huguenot, est reçu à la Royal Society à Londres en 1617, et il arrive là-bas, et en tant que scientifique, il se trouve confronté avec d'autres scientifiques, mais d'origine catholique, d'origine protestante, et différence d'origine protestante, des royalistes, avec des juifs. Alors on a rejeté de facto les athées, les agnostiques, les non-croyants, ont été systématiquement rejetés. Donc, il va falloir trouver un langage commun. Et Desaguliers a une idée extraordinaire, c'est se dire, eh bien, nous, scientifiques, nous n'allons pas faire référence à notre propre religion, mais au grand architecte de l'univers. Il est tout à fait vrai que tout le monde avait quelque part la notion de religiosité, donc d'une référence divine. Donc il fallait trouver quelque chose de supérieur encore. Et c'est à partir de là que les aspects communautaires vont se scinder, mais vont commencer à se respecter. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans le parcours humain, nous allons arriver inexorablement à des excès liés à la religion catholique, apostolique et romaine, avec les privilèges, et ces privilèges vont faire l'objet de la Révolution française 1789. Et alors il va y avoir, dans les prémices de cette période, je dirais assez dure, parce que ce qui s'est passé après 89 va être plutôt saignant, mais il va y avoir un personnage qui va être ciblé par le duc d'Orléans, et qui n'est autre que je dirais le joaillier de l'État, celui qui va s'occuper des caisses de l'État, et qui n'est autre que Louis-Alexandre Rottier de la Tour de Montalot. Et ce personnage, sous le commandement du duc d'Orléans, lui demande d'organiser les prémices de ce qui pourrait être la non, je dirais, possibilité d'exercer une fonction ad vitam aeternam. Donc, Louis-Alexandre Rottier de Montalot va prendre contact avec Bacon de la Chevalerie pour construire les premiers cheminements démocratiques, c'est-à-dire celui qui prendra et occupera un poste ne pourra pas l'excéder au-delà de 3 ans et est rééligible tous les ans. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Donc ce cheminement-là va permettre de regrouper un certain nombre de penseurs, de scientifiques, de personnages qui ont l'exercice de la raison, désormais, pour pouvoir écrire l'article 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, dont le duc
Luxembourg-Montmorency sera mandaté par le duc d'Orléans pour aller le défendre donc à Versailles. Voilà déjà là un cheminement intellectuel où la loi est faite par les hommes, pour que chacun puisse trouver son existence et sa liberté. Car une chose qui est importante, c'est que jusqu'à la Révolution française, la liberté, qu'était-ce que d'être un libéral à cette époque-là? C'était de pouvoir choisir sa religion parmi les religions. Ce qui n'a pas la même valeur de ce que nous apprenons aujourd'hui sur la liberté. Cette extrême de la liberté qui est aujourd'hui, qui a une connotation financière. Donc nous arrivons là, à la Révolution française, où les privilèges basculent et on met en place des lois. Et puis ce cheminement de lois, bon, va basculer, ça va cahoter, il va y avoir la Première République, Deuxième République, Troisième République. Et puis nous allons arriver à un moment donné où, en 1877, et là, nous faisons appel à notre ami protestant qui est dans la région, et qui va prendre en considération ceux qui sont athées et agnostiques, en donnant la liberté absolue de conscience. Et cette liberté absolue de conscience va donner la troisième donne, c'est-à-dire je crois à une religion, je ne crois pas, mais moi, athée et agnostique, je suis reconnu par ma liberté absolue de conscience. Cette liberté absolue de conscience va cheminer pour arriver à l'école de Jules Ferry, où on va imposer aux citoyens de la République l'obligation d'aller à l'école. Et ce qui sera extraordinaire, c'est qu'en 30 ans, tous les Français et Françaises sauront lire, écrire et compter, ce qu'auparavant, pendant 12 siècles, c'était interdit. Donc il va y avoir là quelque chose d'extraordinaire. Sauf que le patriarcat invoqué par la religion catholique, apostolique et romaine joue encore un rôle extrêmement précis sur les femmes. Donc il va y avoir des révolutions, il va y avoir le docteur Georges Martin qui va se battre pour la liberté des hommes et des femmes. Il va y avoir Maria de Rème qui va se battre aussi pour la femme, pour défendre les femmes. Mais on ne parvient toujours pas à donner une autonomie à la femme. Et c'est Waldeck-Rousseau qui aura l'intelligence de créer la loi de 1901. Et alors ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la première fois où cette loi de 1901 va être appliquée, textuellement, c'est à Fourques, près de Arles. Et c'est lié au fait que les vignes ont été rasées par le phylloxéra, et puis la situation est tendancieuse, nous sommes dans les débats dreyfusiens, donc c'est une situation qui est extrêmement complexe. Pardon. Et là, il va y avoir les femmes qui vont se retrouver seules, et vont dire, eh bien, ce que nous allons faire, nous allons nous associer, et nous allons élever les taureaux. Et c'est la loi de 1901 qui va permettre le premier regroupement et la première reconnaissance de la femme dans une organisation face au patriarcat. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir maintenant construire quelque chose de plus pour permettre aux uns et aux autres de se reconnaître parmi la société. Et ce sera l'aboutissement par la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est un cheminement qui est de près de 4000 ans pour arriver à faire évoluer les choses. Et ce qui est intéressant, et là, moi je fais une analyse intéressante au travers de ce que vous avez vécu donc en Tunisie. Pour arriver à ce que nous aurons la séparation de l'Église et de l'État en 1905, il faudra en France 1200 ans. 1200 ans. Avant que la France existe. Avant que la France devienne républicaine avec une séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire c'est le religieux d'un côté et l'État. Ce que disait Victor Hugo, je veux l'Église chez elle et la République partout. Ça c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on fait la même analyse avec ce qui s'est passé en Tunisie, c'est en l'an 660 que Mahomet s'installe. La religion s'installe. Et il leur faudra aussi 1200 ans pour arriver à cette révolution que vous venez de citer. Donc, en fait, la prise de conscience, elle ne vient pas parce que ça vient de droit divin, non. Elle vient par l'exercice de la raison critique qui nous est donné par l'école de la République. C'est l'école qui nous forme, en dehors de toute religiosité, sur la connaissance des choses. En parlant de l'école, je me permets de vous couper.
Donc il y a le pape qui a lancé justement une fois une idée sur la laïcité positive. Et qui a justement été reprise par Sarkozy, président Sarkozy, qui a lui-même dit « Je suis entièrement d'accord, un prof d'école ne remplacera jamais le curé. » Donc moi je voudrais bien une réponse. C'est pas le prof d'école qui remplacera jamais le curé, c'est le curé qui sera irremplaçable. Je ne sais plus ce qu'il a... Ouais, là-dessus, je souhaite intervenir là-dessus. Je reprenais la parole. Tu as gratté là-dessus? Ah, mais j'ai gratté, bien évidemment. C'est là-dessus. En gros, on parle, quelle est votre position sur la laïcité positive? J'ai envie de dire laïcité positive, laïcité ouverte. Pourquoi? Il y a une laïcité négative, une laïcité fermée, point d'interrogation. Plus on ajoute d'adjectifs à un terme en général, et au terme de laïcité en particulier, plus on dénature ce concept, et plus encore on rend la laïcité restrictive. J'ai fait une petite introduction historique, et je vais recommencer sur cette question de laïcité positive. Le 11 février 1929, dans la salle d'apparat du palais de Latran, le cardinal Gaspari, secrétaire d'État de Pie XI, et Benito Mussolini, chef du gouvernement italien, paraphent un ensemble d'accords qui devait entrer dans l'histoire sous le nom d'accord de Latran. Près de 80 ans plus tard, le 20 décembre 2007, dans la même salle, devant un parterre de prélats, de diplomates et de membres de la communauté française d'Europe, Nicolas Sarkozy, président de la République, prononce un discours qui a connu quelques retentissements dans lequel il utilise le vocable de laïcité positive. Déjà, le rapprochement de ces deux événements m'interroge. Le discours prononcé à Latran, pour moi, s'inscrit dans une démarche qualifiée globalement de concordataire. Pardon. Alors, quelques réflexions. Catherine Kinzer, philosophe, est atterrée et choquée. Pour elle, l'expression laïcité, c'est pas moi qui le dis, je reprends que des termes. Laïcité positive n'est pas sans rappeler celle de discrimination positive. Elle y perçoit un danger de communautarisme dans la mesure où des représentants religieux se verraient reconnus par la puissance publique comme des interlocuteurs politiques. Ce serait légitimer les corps intermédiaires et leurs chefs. Autre personnage un peu mieux connu, le démocrate chrétien François Bayrou, s'est adressé contre le retour qu'on croyait impossible en France du mélange des genres entre l'État et la religion. Il y voit une remise en cause de la laïcité républicaine autour de laquelle, depuis la libération, la France s'est construite. C'est intéressant, ces deux informations-là. N'oublions pas que Jean-Paul II lui-même a invité les hommes politiques catholiques, comme l'ensemble des fidèles, à pratiquer l'objection de conscience et la désobéissance civile dès lors que les valeurs évangéliques sont menacées par une législation, même si elle a été démocratiquement adoptée. Il s'agit de l'encyclique Evangelium Vitae. L'emploi des termes de laïcité positive démontre une convergence évidente entre les propos de Nicolas Sarkozy et la doctrine catholique, exprimée en particulier à Vatican II. Le Concile, on le sait, a fortement parlé de la liberté religieuse comme d'un droit fondamental de la personne humaine. Il ne s'agit pas seulement de la liberté de conscience, thème longuement développé dans Gaudium Spes, mais aussi de la liberté d'exercice social et politique de la religion. C'est faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion sur le plan de la société dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. La question de juste m'interroge. Qui définit la justesse? Et quelque part là-dessus, on souhaite le retour dans la sphère publique de la religion. Quand le président Sarkozy dit tout net, la France a besoin de catholiques convaincus qui ne craignent pas d'affirmer ce qu'ils sont et ce en quoi ils croient, il s'agit manifestement d'une atteinte à la laïcité voulue par la République, un oubli grave de la neutralité idéologique à laquelle le chef de l'État est tenu. Au summum de cette attaque, j'ai fini, c'est la formule véhémente suivante. Dans la tradition des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en rapproche, parce qu'il lui manquera toujours
la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. On croit rêver. Il est clair que pour nous, la Fédération française des maisons universelles de la laïcité, le discours de Latran prononcé par Sarkozy est une agression, je dis bien une agression contre la laïcité, posée par la loi du 9 décembre 1905, et un risque sérieux de développement des communautarismes. Et je conclurai mon propos en disant, les guerres de religion n'ont-elles pas repris? C'est un peu tout à l'heure ce que je disais. Maurice Janet. Non, mais moi j'aimerais écouter mon voisin. Excusez-moi. Allez, on va commencer par lui, Parce après que... votre avis nous intéresse aussi. Hein. Oui, mais non, parce que moi je m'étais jamais posé la question de... J'ai jamais pris Sarkozy au sérieux quand il faut des discours de cet ordre-là, excusez-moi. Non, mais ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez, je ne sais plus très bien, je n'aurais pas le dire, mais il me semble que à la fois leur raisonnement sur la durée, quelle est la place de la durée là-dedans, et à la fois la rencontre de deux confessions ou de deux religions qui, quelque part, ont dans leurs limites de l'incompatibilité, ou en tout cas pour certains au centre, hein, même. Vous avez commencé à dire des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Oui, alors, effectivement, l'irrigation, si je puis dire, par rapport à deux traditions à la fois spirituelles et confessionnelles, font que on est amené à développer une attitude qui est très cousine germaine de l'attitude développée par justement le mouvement de laïcité. Ce en quoi, effectivement, j'ai tendance à me rapprocher un petit peu, même si je n'ai même pas développé une réflexion personnelle sur cette laïcité, mais c'est simplement un réflexe quasiment naturel. Comme s'il y avait, je dis à ma manière, comme s'il y avait un espace possible d'une rencontre. C'est un peu ça que ça veut... Effectivement, il faudrait qu'il y ait un espace à la fois de rencontre, de compréhension. Alors, je ne dirais pas de tolérance, parce que je suis très réticent sur le mot tolérance, qui fait très condescendant. Le tolérant, c'est celui qui est supérieur et qui tolère l'inférieur. Exact. C'est plutôt le respect mutuel. Voilà, merci. Maurice Janet. Mais j'ai pas... Vous voulez pas répondre sur ça? J'ai trouvé très récent tout ce qui se dit. J'en apprends beaucoup. Il veut vite le suivre. Michel Magnon. Problème de laïcité positive. Vaste sujet. Vaste sujet parce que je me suis posé la question, pourquoi sommes-nous dans un cheminement où on devrait adjectiver la laïcité? Quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, les politiques, dans des glissements sémantiques, certaines structures associatives connotées ou se rapprochant de certaines laïcités sont pour justement cette laïcité positive. Alors, je vais chercher pendant un certain temps. Et puis, je vais découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est le Populorum Progressio, qui a été écrit par le pape Paul VI lorsqu'il fut élu en 1961. Il va donc préparer, je crois que ça s'appelle les synodes, l'Assemblée générale, ou le concile, les termes exacts, je ne les connais pas, concile. Il va le préparer pour 1968. Et là, dans un document de 54 pages, à la page 12 et au paragraphe 43, quelque chose est extraordinaire. Il prépare déjà ses ouailles, ou ses subalternes, à l'organisation de l'ultralibéralisme qui va faire scinder la société entre riches et pauvres, et donc vous allez devoir prendre en charge et les faire vivre ensemble. Et là, le Concile valide le vocable de vivre ensemble. Point de départ. Bon, vivre ensemble. Mais ça relève de la religion.
Sauf que, 1970, un autre événement particulier va se mettre en place. Et là, je ne peux pas faire l'impasse d'une prise de position politique. Les anciens classiques de la SFIO et les nouvelles dents longues du Parti socialiste vont mettre en place un premier cercle pour pouvoir tenter de prendre le pouvoir et vont récupérer le vocable vivre ensemble pour réorganiser les communautés dans la société civile, dans les aménagements immobiliers et autres. Nous sommes en 1970 et ceux qui vont débattre par la suite de l'aménagement du territoire vont organiser les aménagements des territoires autour des communautés pour permettre le vivre ensemble. Donc, nous avons un parti socialiste, avec d'autres à côté, aidé discrètement par la droite, pour développer ce vivre ensemble. Donc des lois, etc., etc., d'où Banlieue 89, qui va être amené par François Mitterrand. Je passe les dates, et nous arrivons assez rapidement, je dirais en 2000, où là, Jospin, qui est Premier ministre à ce moment-là, va demander à Régis Debray d'organiser à Strasbourg une réunion dans laquelle vont se retrouver tous les membres du gouvernement Jospin, avec tous les ecclésiastes, dans l'espace concordataire à Strasbourg. Et là, il va y avoir la fameuse grande décision des lois langue cloupée, les accords langue cloupée, où ils vont se partager le financement de l'école de la République pour financer les écoles confessionnelles catholiques, jusqu'au bac, et les écoles protestantes professionnelles, jusqu'au même niveau. Donc, nous sommes là dans l'organisation politique du vivre ensemble. Mais, je me pose toujours la question, pourquoi cela? Et alors, il va y avoir un moment exceptionnel, c'est lorsque le bedeau de la République, je le qualifie comme tel, Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, va, le 6 octobre 2015, intervenir à Strasbourg et va, alors j'extrais quelques-uns de ces passages qui sont succulents, qui sont extrêmement intéressants pour nous, parce qu'ils vont nous ouvrir une autre porte. La France est historiquement un pays de tradition chrétienne, que les valeurs républicaines, virgule, qui sont aussi largement celles de l'Évangile, virgule, constituent l'une des clés du renouveau. Et puis je passe sur les éléments. Il me semble du reste que le thème du vivre ensemble, que vous avez placé au cœur de vos réflexions, constitue dans la période troublée que connaît notre pays une interrogation et un défi qui s'adresse aussi bien aux églises qu'aux responsables politiques. Et puis, je tourne les pages, j'ai l'intégrale de son discours. Pour arriver au dernier paragraphe, et là, ça serait sur le gâteau. Paul VI ne réclamait-il pas, à l'issue du concile, dont nous célébrons le 50e anniversaire, nous aussi, virgule, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Donc là, j'ai qualifié ce personnage de bedeau de la République, et je découvre, après encore d'innombrables recherches, que dans la République, il y a ce qu'on appelle des poissons roses, c'est-à-dire des représentants de l'Église apostolique romaine qui sont reconnus par l'Église apostolique romaine comme étant des représentants de l'État avec qui ils négocient. J'ai une liste d'individus non négligeables. Mais je me pose toujours la question, pourquoi, depuis la nuit des temps, il y a un combat qui est mené contre le principe républicain, contre le principe de la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais à partir de quelle base? Et là, je découvre quelque chose d'extraordinaire qui ne date pas d'hier. Ce sont des débats, le concordat d'Alsace et Moselle. Sous couvert d'affirmation de liberté de religion
entre parenthèses, et non de liberté de conscience, glissement sémantique, de lutte contre les discriminations, se dissimulait la tentation concordataire, celle exprimée dans le préambule du traité signé en 1801 par le premier consul Bonaparte et la papauté. Ce qui veut dire que depuis 1801, l'Église apostolique et romaine, avec les différentes communautés, ont un contrat pour pouvoir faire en sorte, depuis la déclaration de la République française, 1792, pour faire en sorte qu'il y ait extension des espaces concordataires sur le plan national. Et il conclut, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, n'est-il pas le rêve, peut-être de tout ministre de l'Intérieur, de faire autrefois des curés, pasteurs, rabbins, mais aujourd'hui des imams, des auxiliaires au maintien de l'ordre. Réfléchissons sur ce paragraphe-là, parce que nous avons aujourd'hui une volonté délibérée de nos gouvernements, quels qu'ils soient, de ne plus prendre en considération les citoyens de la République, mais de déléguer la responsabilité de la gestion à des communautés et des représentants. D'où la nécessité d'étendre les concordats au niveau national et financer les imams pour qu'ils obtiennent un droit de reconnaissance par la République. Et à ce moment-là, nous réintroduisons la notion religieuse au sein de la République. Alors ce serait ça la laïcité positive. Et c'est ça l'explication de la laïcité positive. Ce à quoi, je ne vous cache pas, moi en tant que laïc et républicain, si aujourd'hui je m'exprime de cette manière-là, je dois l'école de la République et non pas les écoles confessionnelles. Donc je me battrai pour cette liberté absolue de conscience et l'exercice de la raison critique. C'est sûr qu'on a un problème du financement, par exemple, de l'islam, où on sait que c'est très bien que c'est les Saoudiens et les Qataris qui financent. Et même avec ce moyen-là, ils développent leur propre vision de l'islam, qui est vraiment intolérante. J'ai le sentiment qu'elle est intolérante et qu'elle ne pourra pas, j'ai envie de dire, elle ne pourra pas, peut-être, hein, peut-être je me trompe, hein, je vous laisse répondre, elle ne pourra pas s'adapter à la laïcité. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Les églises protestantes américaines ont financé beaucoup de projets en France, de manière beaucoup plus discrète. Je veux dire, la manière, c'est plus dans la manière que dans le fait qu'il y a un problème, parce qu'effectivement, dans les ressources américaines des protestants, bon, c'est passé un peu inaperçu. Personne n'a souligné ça. Hein, je veux dire, il n'y avait pas de quoi être très fier, parce que bon, mais enfin, je veux dire, peut-être parce que les protestants sont plus discrets. Non, parce qu'on n'en avait rien à foutre, quoi. Je veux dire, il y a des événements. On voit bien, pendant longtemps, on ne s'est pas inquiété du tout de voir les mosquées financées par les gouvernements du Maghreb, hein, et même pas par. Je veux dire, ça prend de l'importance ou ça n'en prend pas. Mais ça en avait une importante le jour où on s'est rendu compte que c'était un outil, de transfert de valeur, quoi, je veux dire, et que la valeur de la République passait après. Je ne crois pas que les protestants américains qui ont aidé des choses avaient peut-être l'idée qui remettait en cause le communisme et la République, parce que dans leur tête c'était tout la même chose, mais ça n'avait aucun impact, enfin à ma connaissance, aucun impact concret sur la réalité locale, je veux dire. Alors qu'on a découvert avec les financements musulmans, peu à peu, que c'était un peu comme l'alphabétisation en Algérie ou dans ces pays, qu'en fait, oui, je vous ai interrompu. On va laisser d'abord Lionel, peut-être, non? Juste pour compléter ce que disait Maurice Janet, hormis qu'on a vu une recrudescence du créationnisme en France. Par rapport et là, c'est par rapport. Là, c'est par rapport à la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, elle est défendue par les protestants américains. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et ça n'a pas passé par. Michel Magnan. Ça a passé par les mouvements évangélistes. Oui, mais petit à petit. Protestants évangéliques. Ils se disent protestants évangéliques. Le darwinisme a été combattu par le Qatar, qui ont édité une encyclopédie sur la non-théorie du genre. Un document, alors je connais quelqu'un qui en dispose d'un, qui a été envoyé à tous les établissements scolaires de la République française.
parce que pour pas les Qatars, quel rapport? Les Qataris, pas les Qataris. Les Qataris. Qataris. Les Qataris. Les Qataris. On payait, Avec un K. Ah oui, Du Qatar. je l'ai écouté avec un CA. payer je dirais la rédaction d'une encyclopédie, mais un document qui est énorme. De quoi elle parle? Et qui est super Elle bas. parle de tout ce qui n'existe pas dans le darwinisme. C'est-à-dire que tout est figé. Et c'est la divinité qui règne là-dessus. Et ça a été envoyé dans tous les établissements scolaires de la République. Il y a de cela 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Et donc il y a eu une alerte là-dessus, une récupération de tous ces documents qui sont passés au broyeur. Et quelques-uns ont été mis de côté. Donc là, il y a des financements qui sont clairs, qui ont été mis en place. Alors c'est passé pratiquement sous silence, mais ça a existé. Ce que je voulais dire aussi, et pour conforter votre observation sur le financement, il faut savoir que la République française, du temps de la colonisation algérienne, a jusqu'en 1964 financé les mosquées pour les militaires français. Et aujourd'hui, la République française Il ne finance plus, là, je crois. Hein, si. finance les déplacements des musulmans dans les armées françaises et dans la gendarmerie française en mettant à la disposition de ces personnes un avion pour les envoyer donc aller sur le mur de l'alimentation, passer quelques périodes là-bas, financé par l'État français. Ça, c'est les paras qui font des pèlerinages à Lourdes. Je veux dire, Il n'y a pas que les paras. non, mais je veux dire, Tous les militaires de la ce République n'est jamais qu'un sont- équilibre entre des pratiques. Alors, c'est là que la vraie question technique et juridique. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, au départ, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi française reconnaît que l'État est responsable, que des gens qui sont à l'armée, en prison, à l'hôpital ou dans un internat aient droit de pratiquer leur religion et ils est prêts à financer des choses sur ça. Les aumôniers militaires, les aumôniers d'hôpitaux sont financés par l'État. Mais alors jusqu'où on va? C'est la question. Hein. C'est l'ouverture, Messieurs, c'est le glissement sémantique, c'est la laïcité positive. Messieurs, nous arrivons pratiquement donc à la fin de notre émission. Donc là, j'aurai une dernière question. Je voudrais bien que chacun d'entre vous réponde. Donc, comment combattre les extrêmes qui ne font que, on a l'impression, que grandir. Tous les jours, ça ne fait que monter. Donc, comment les combattre? Comment faire que les gens puissent enfin revivre, on va dire, dans le respect mutuel et non pas la tolérance. Comment faire pour que les gens puissent se côtoyer, travailler ensemble, faire du business ensemble, je ne sais pas, mais dans le respect le plus total. Quelle est la solution? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Hatim Jaibirikad. Oui, alors je vais peut-être tenter, très maladroitement, de vous donner une ouverture de réflexion à ce niveau-là et qui va faire intervenir l'aspect socio-économique. Parce que, il me semble, et là il faudrait que je parle sous le contrôle d'économistes et de sociologues, que, en mesure proportionnelle d'une augmentation de l'incertitude socio-économique, qui, depuis, alors, on ne va pas remonter à Mathusalem, mais depuis 2007-2008, c'est-à-dire la crise des subprimes, qui a déclenché des effondrements au niveau de certains pans de l'activité, d'abord financière, laquelle a suscité une dégradation alors, de l'activité que l'on appelle économique réelle, de terrain, qui a fragilisé, alors, d'abord, les sociétés développées, économiquement prospères, à commencer par la société d'abord américaine, et ensuite ses partenaires habituels, la société européenne, mais qui également n'a pas manqué d'avoir une influence alors, beaucoup plus dramatique sur tout l'arc sud
méditerranéen et les sociétés qui étaient des sociétés un peu en développement rapide, mais dont le développement a été tassé par cette première vague de crise économique. 2008, subprime. Donc pour vous, la crise économique a nourri les extrêmes. Alors, le communautarisme, on va dire, presque sauvage. Elle a probablement, et là je parle avec beaucoup de prudence, suscité un réveil de certaines tendances, malgré tout, normales, je dirais presque légitimes de l'humain, qui a tendance à se retourner vers une espérance quand il a un espoir qui est diminué. Je fais la différence entre l'espoir qui est un espoir de survie à peu près confortable ou sereine, et des espérances qui me paraissent plus un peu comme la promesse des politiques, quoi, hein, qui n'engage que ceux qui y croient. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et donc, je suis pas très optimiste à ce niveau-là. D'autant moins optimiste qu'actuellement, les milieux, notamment financiers, semblent ne pas avoir pris la leçon de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont fait subir à l'environnement planétaire, à l'environnement économique planétaire dans les années 2008, 2007, 2008, 2009. Puisque actuellement, nous avons une recrudescence encore de tous les mouvements spéculatifs et qui passent maintenant par l'émergence des crypto-monnaies, qui sont l'expression contemporaine actuelle un peu des subprimes de la décennie dernière. Et là, forcément, ça déstabilise de nouveau des sociétés qui n'avaient pas besoin de ça. Sans compter qu'à l'époque, tous les gouverneurs des grandes banques centrales avaient encore quelques billes dans leur sac pour pouvoir réagir et un peu combler les trous dans le gruyère. Chose qu'ils n'ont plus actuellement. D'où une inquiétude profonde qui m'étreint pour me dire, si ça continue dans ce sens-là, au sens socio-économique, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas des flambées confessionnelles agressives, mais qui me paraîtraient normales, comme une réaction un petit peu, quand on a la grippe, on a la fièvre qui réagit pour... réaction de défense. Une réaction, voilà, de défense, d'autodéfense, aussi peu efficace soit-elle, mais qui existe. Donc pour vous, si on devait résumer, le désarroi nourrit les extrêmes. Voilà. C'est pour ça que, si je peux me permettre, à mon humble avis, c'est pour ça que je pense que notre région, l'Occitanie, qui est, je ne dirais pas une région exsangue, mais c'est une région très pauvre, elle a besoin d'un véritable plan Marshall. Parce que si on continue comme ça, on n'ira pas bien loin. Je pense. Ça, c'est mon avis. Je vous laisse... oui, alors, si je peux me permettre, sur le plan régional, alors, qui nous concerne, ce raisonnement me paraît valable pour l'actuelle Occitanie Est, ex-Languedoc-Roussillon. Car l'Occitanie Ouest, j'ai un petit peu plus d'optimisme pour elle. Ils ont une activité quand même beaucoup plus développée que nous. Alors, dernier élément, c'est également le problème de l'effondrement des coûts sur les marchés des matières énergétiques qui commencent à créer de gros problèmes au sud de la Méditerranée, notamment dans le gros morceau du sud qui est en face de nos côtes et qui est l'Algérie, où là, ils n'ont plus les moyens d'acheter la paix sociale et de financer une lutte contre les divers GIA et autres mouvements de cet ordre, et la péninsule arabique qui, elle aussi, subit de plein fouet cette baisse de ses possibilités, qui peut également créer des turbulences au niveau de leur population. Des sortes de révolutions, mais plutôt, on va dire, islamiques, c'est ça? Oui, tout à fait.
un petit espoir, une petite lueur d'espoir, c'est l'actuelle action d'un certain MBS, Mohammed Ben Salman, Oui. le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui, tout en n'étant pas encore totalement aux affaires, on voit, est quand même celui qui un petit peu tire les ficelles au nom du roi actuel, du monarque actuel, et qui semble avoir pris conscience de la chose et avoir une attitude qui me paraît commencer à être relativement intelligente, alors que c'est le seul de tout le clan royal à ne pas avoir fait d'études à l'étranger. Et c'est plutôt encore contradictoire. C'est encore plus admirable. Ouais. C'est encore plus admirable. Et il a un sens socio-économique et politique, et probablement confessionnel, qui me paraît à regarder avec attention. Parfait. Voilà. Michel Bourgo. Lionel Bourgo, pardon. J'allais passer. Pour rebondir sur ce que dit notre ami, je rajouterai sur la liste des États, alors on n'a pas les mêmes conséquences, mais sur le plan religieux, il ne faut pas oublier d'inclure le Venezuela, où on organise, enfin, à mon sens, par l'exploitation, je dirais, des gaz de schiste au Canada, enfin, dans les salles de l'Alberta et tout, on fait baisser les prix du pétrole. Ça a une conséquence, bien sûr, sur le Venezuela, mais comme par hasard, Venezuela, Maduro, c'est le successeur de Chavez, qui a été une épine dans le pied des Américains, de la même manière qu'il y a eu Cuba à ce moment-là, et on voit qu'actuellement, Cuba est un peu spécifique parce que c'est une île, mais le Venezuela, on s'aperçoit qu'il y a une déstabilisation de toutes les productions énergétiques dans les pays d'Amérique latine. Alors ça n'a pas les mêmes conséquences sur le plan religieux, mais ça a les mêmes conséquences sur le plan sociologique et sociétal, me semble-t-il. Pardon, oui. Maurice Janet, après en sachant qu'il nous reste quelques minutes, donc le dernier mot va revenir à Michel Magnan. Donc je laisse Maurice Janet. Ben, je réponds Oui. à la question, comment vous voyez un chemin pour avancer, quoi. C'est un peu ça la question. Hein. Oui. Moi, je compléterai quand même, je reprendrai ce que vous dites sur espérance et espoir. C'est-à-dire que je prends acte qu'avec vous, je crois que vous avez raison, qu'il y a un lien entre le désespoir et l'intégrisme. Hein. Je compléterai cette réflexion, parce que je n'ai pas complètement abandonné l'idée que les références de croyances sont porteuses d'intelligence, avec d'autres voies. Hein. Et du coup, j'aurais plutôt tendance, si je devais militer, un peu parce que c'est un peu de ma compétence, je militerais plutôt pour une intelligence des textes, c'est-à-dire pour une espèce de réforme musulmane, une réforme hindoue, une réforme, etc., par rapport à leurs racines, en leur montrant que c'est 1000 ans, c'est des centaines et des centaines d'années dans lesquelles, quelque part, il y a eu des révoltes, ou dans le bon sens, ou de l'intelligence qui a circulé, ou de la comment dirais-je, de la sagesse au sens large du terme qui a circulé, et j'essayerai quand même de ne pas les enfermer dans leur étiquette confessionnelle en leur disant « elle est par nature subversive au mauvais sens du terme, elle est par nature terroriste ». Je veux dire, vous avez quelque part, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, etc., vous avez dans votre patrimoine auquel vous croyez quelque chose qui peut vous faire changer votre attitude aujourd'hui. Ça veut dire, je sais très bien que si moi, en tant que chrétien, je me promène en face de musulmans, si je veux vraiment les rencontrer, à la limite, sur le terme de Dieu, on pourrait tomber d'accord, on pourrait penser que c'est le même, mais j'ai une doctrine derrière moi, trinitaire et tout ça, de dogmatisme, qu'il va falloir revoir. Et de même que le musulman, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on cherche chacun du côté de l'intelligence, je vais devoir revoir toutes mes billes et tous mes outils de réflexion à l'intérieur de ma croyance pour en faire quelque chose, d'actualiser cette croyance au défi d'aujourd'hui.
Hein. Donc ça complète ce que vous dites. Mais du coup, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais ça me désespère. Moi, si c'est le politique, si c'est l'économie politique qui fait la loi, je démissionne tout de suite. J'étais militant d'éducation populaire, hein, moi je continue à croire. Si je peux me permettre, parce qu'il y a quelqu'un justement, un monsieur avec qui j'en ai parlé, etc., de ce sujet et tout, il a proposé une idée plutôt, voilà, on va dire, elle est toute simple, mais je la trouve intéressante. C'est qu'il a dit pourquoi toutes ces religions-là, toutes ces croyances, n'acceptent pas la possibilité qu'ils ne sont pas les seuls à détenir la vérité. C'est-à-dire que peut-être que moi, en tant d'une religion telle, j'ai raison, mais peut-être progrès d'humanité. Voilà, donc je pense qu'il a donné une forme de solution, mais c'est une solution, on va dire, ce sera très compliqué pour que tout le monde l'accepte. C'est l'abandon du dogme. Alors, si je peux me permettre, peut-être. On a juste quelques minutes, après c'est. Complètement provocateur en cette fin de rencontre. Oui. Je vais peut-être vous donner un scoop sur votre principal ancêtre dans la laïcité. Et vous allez être surpris. Nous sommes dans à peu près le premier quart des années 600 de l'ère grégorienne, du calendrier grégorien. Nous sommes dans la péninsule arabique. Nous avons un personnage qui, étant allé se méditer dans une caverne dans le désert, revient avec une révélation, dit-il, dont il commence à parler dans une petite bourgade que l'on connaîtra par la suite sous le nom de la Mecque, sur un territoire qui, à l'époque, est à grosse majorité en termes confessionnels, soit totalement polythéiste, enfin polythéiste d'un côté, grosse proportion de peuplades nomades judaïsées, autre population christianisée, puisque c'était l'enchaînement des diverses, entre guillemets, révélations, et qui intervient dans ce qui deviendra beaucoup plus tard, parce que pour l'instant, il parle d'une ville spirituelle, il parle de Jérusalem. Il intervient à la Mecque, mais il parle de Jérusalem. Voilà. Et il arrive là en disant, je vais vous le dire dans le texte, et pour rassurer tout le monde, lakum dinukum wali dini. Je traduis, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Sous-entendu, on peut s'entendre comme larron en foire, avec chacun son précaré. Si c'est pas un amorce de laïcité, ça, je demande qu'on m'explique. Donc pour vous, alors, par contre, le prophète de l'islam est l'inventeur de la laïcité. J'irai pas jusque-là, mais c'est au moins peut-être un grand ancêtre. Alors, tout est dans le mot précaré. Voilà. Par contre, pour revenir à mon précédent développement socio-économico-politique, il a pu développer cette attitude tant qu'on lui permettait tranquillement d'intervenir à la Mecque, comme on avait permis à un certain Rabbi Yeshua d'intervenir tranquillement à Jérusalem avant qu'il n'emmerde tout le monde. Et qu'ensuite on s'arrange pour lui faire sa petite affaire. Jésus, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bon, et par conséquent, à partir du moment où il a été persona non grata avec sa petite équipe à la Mecque, et qu'il a dû prendre ses clics et ses claques et se retrouver un petit peu plus loin, à 150 km au nord, à Yathrib, qu'il a renommé Médine, c'est-à-dire la ville sous-entendue de cristallisation, alors d'une nouvelle confession qui n'est pas encore l'islam d'ailleurs. L'islam ne viendra qu'un petit peu plus tard, enfin l'islam concrétisé ne viendra qu'un peu plus tard, avec les califes et notamment un pour lequel l'historicité musulmane est très discrète et qui s'appelle Abd al-Malik, et qui lui a organisé le Coran comme l'Église chrétienne, notamment catholique, a bien organisé les évangiles, et comme
et comme les confédérations rabbiniques ont bien réorganisé la Torah et l'Ancien Testament. Donc, vous voyez, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? C'est qu'il y avait effectivement un danger pour la petite communauté, et ce danger a fait en sorte que la grande ouverture du premier quart de l'an 600 à la Mecque s'est progressivement crispé, et c'est devenu ensuite, avec les califes successifs et la nécessité d'une imposition politique, une crispation et une non-laïcité qui devient au contraire l'affirmation d'une religion qui doit être celle qui doit être suivie avec tout le flot, et je reviens à ce que disait notre ami tout à l'heure, tout le flot des conversions obligées. Donc je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et il n'y a pas de crispation des confessions sans qu'il y ait avant ou pendant des crispations socio-économiques et politiques. Finalement, le successeur de Mahomet, c'est Victor Hugo, l'Église chez elle et la République chez elle. Voilà. Absolument. Donc là, on va laisser le dernier mot à Michel Magnan, et ça sera la fin de l'émission, parce que là... On a fait 2 heures. Ah oui, facilement. Je voudrais reprendre les propos qui viennent nous être évoqués par notre précédent orateur, qui fait donc une large allusion au Pentateuque et au Deutéronome. Donc je laisse aux théologiens leur histoire dogmatique, et moi je reste dans les lois de la République, avec la séparation des Églises et l'État claire et nette et précise. Nous vivons aujourd'hui dans un dogme financier, et qui est l'élément clé du déclin de notre société relationnelle. Alors, je reprendrai 2 mots qui ne me conviennent pas. C'est le mot espérance et espoir. Pourquoi? Parce que on banalise le terme d'espoir, on banalise le terme d'espérance au détriment de ce que nous vivons au temps présent. Cela veut dire qu'on nous fait vivre dans un futur permanent alors que nous vivons au temps présent. Donc je rejette ce vocable théologique d'espérance et d'espoir qui est dans le futur, que nous ne pouvons pas vivre puisque nous vivons au temps présent. Nous avons besoin de manger aujourd'hui, c'est le temps présent. L'espoir, ce n'est pas de dire demain est-ce que je vais manger. C'est manger aujourd'hui pour avoir l'énergie nécessaire vitale, pour mener le combat nécessaire, pour pouvoir organiser le vécu du lendemain. Donc ça c'est l'élément. Par contre, croire aujourd'hui aux extrêmes, ou constater les extrêmes, je pense que nous sommes dans une société industrielle qui a dépassé le seuil critique des potentiels que la Terre peut offrir. Et nous assistons là à l'appropriation des matières premières par l'industriel qui vendra le plus rapidement possible son produit sur le marché. Donc nous assistons aujourd'hui, ça va même beaucoup plus loin, l'Afrique qui est l'espace, je dirais, de la Terre, où se trouve le plus grand nombre de matières premières, est sollicitée par tous les moyens possibles pour pouvoir en exploiter et le retirer dans chacun des pays. Donc, premièrement, ça c'est un constat. Le deuxième élément qui est dans cette situation-là, c'est que nous avons une population qui arrive maintenant à près de 10 milliards, et il faut leur donner à manger. Et nous assistons à quoi? Au financement par la Chine d'achat de terres chez nous, pour pouvoir cultiver chez nous et envoyer chez eux. Donc nous sommes en train de vivre quelque chose où, pour des raisons toutes simples, c'est-à-dire le mal vécu de nos cultivateurs, paysans, exploitants, peu importe le terme, de ceux qui sont sur la terre, qui vivent de la terre, ils arrivent à un seuil critique où ils ne peuvent plus vivre financièrement, et plutôt que de mourir, ils basadent leur terre à d'autres qui vont venir cultiver sur leur propre terre pour envoyer chez eux. Donc, on a appauvri encore plus rapidement les éléments. On a vécu ça en Espagne avec les oliviers, on a vécu ça avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, où on a arraché des oliviers qui étaient centenaires, voire millénaires, pour les envoyer dans le nord de l'Europe, pour satisfaire les bienfaits financiers de quelques-uns,
en appauvrissant le territoire. Donc nous sommes là dans la surexploitation de ces éléments. Mais ce qui est encore plus grave dans tout cela, me semble-t-il, c'est que toutes ces transactions industrielles et financières, on va les mettre sur le compte des religions. Et donc, les tractations se font au travers de certains éléments, et on va jouer sur des communautés pour pouvoir se battre contre. Nous avons un exemple extraordinaire, c'est avec le Yémen, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Pour quelle raison il y a un blocage à la Syrie? Pour quelle raison il y a en Ukraine un combat? Tout simplement pour des raisons de passage de pipeline. Et quand Poutine a vu que la France allait passer des contrats avec l'Iran et l'Irak pour le gazoduc, il fallait passer par la Syrie. Donc il est allé soutenir la Syrie pour bloquer le passage. Quand ce mécanisme s'est mis en place, qu'est-ce qu'a fait l'Europe, et la France en particulier? C'est aller foutre le bordel en Ukraine pour pouvoir bloquer Poutine sur son gazoduc vers l'Europe. Une réponse à... Tout à fait. Donc nous assistons là à des jeux qui sont utilisés, et pour masquer cette situation-là, on va déstabiliser une situation politique en mettant des extrémistes d'un côté et de l'autre. Et nous assistons donc à l'autodestruction de l'humanité pour des raisons purement financières, industrielles, qui nous conduisent dans le mur. Je vous avoue très sincèrement, j'ai 73 ans, je ne sais pas ce que vont vivre les jeunes qui sont là en face de nous, et la jeunesse dont ils sont les géniteurs. J'ai l'impression qu'on est en train de leur laisser un sacré cadeau fin. Empoisonné. Empoisonné. On va dire que ce sera terminé là. Le mot de Et la je fin, vous c'est remercie désespoir. d'avoir échangé. Le mot de la fin, c'est donc désespoir. Je ne partirai pas dans l'espace du désespoir ou du désespoir. Oui. Je dirais, il nous appartient aujourd'hui de prendre conscience au travers de l'exercice de la raison critique pour que chaque citoyen de la planète soit conscient des événements qui sont là et renverser les tendances qui sont menées et revenir au temps plus ancien où chacun vivait librement de son produit. Ce n'était pas l'idéal, mais ça permettait à chacun de vivre. Lionel, vous voulez ajouter quelque chose? Non, C'est simplement bon. pour clore, je laisse à disposition des différents intervenants un exemplaire de la Charte universelle de la laïcité à distribuer sans modération. Très bien. Je vous remercie d'être venu. On a eu un débat super génial. Je suis sûr qu'il va influencer beaucoup de gens. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt. On n'a pas donné la parole au public, hein, là, il était public, il était 5.